Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Éponger la dette, l'impôt pour tous et pour les nobles aussi, qu'il est difficile sous l'Ancien Régime de payer la dette, cette dette immense sous laquelle croule l'État, car le système fiscal est inégalitaire. Selon l'ordre auquel vous appartenez, les nobles et le clergé sont jaloux de leurs privilèges, qui les dispensent d'impôts, des privilèges fiscaux qui leur permettent de mettre du beurre dans les épinards. Mais pour régler la dette, il faut du muscle et des mesures fortes. Il faut surtout que les nobles l'impôt payent. Tout annonce une catastrophe. Les finances françaises ont été mises à une très rude épreuve. Faites-moi de la bonne politique et je vous ferai de bonnes finances. Contrairement à ce qu'on pense souvent, la situation financière de la France n'est pas angoissante. Ce que nous voulons, c'est la justice fiscale, c'est l'égalité devant l'impôt. Pour moi, dont la charge consiste à maintenir perpétuellement le prestige de la monarchie, je suis furieux des nouvelles économies. Quand il n'y a pas de finances, ni moyen d'en faire, il n'y a pas besoin de ministre. Tout annonce une catastrophe. Là-dessus, il est reparti. Bonjour Marie-Laure Leguet. Bonjour. Vous avez reconnu, c'est Monnaie de Pink Floyd, mais à la mandoline. Ah oui. On vient d'entendre. C'est pas courant. Marie-Laure Leguet, vous êtes historienne, professeure d'histoire moderne à l'Université de Lille. Et avec vous aujourd'hui, pour réfléchir à cette notion de dette sous l'Ancien Régime, Arnaud Aurin, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, économiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Marie-Laure Leguet, j'évoquais tout de suite cette société de privilégiés et de privilèges avec certains qui échappent aux impôts. C'est aussi simple que ça sous l'Ancien Régime? Non. Et je m'en doutais. C'est pas aussi simple en effet. Si on présente les impôts sous l'Ancien Régime, on va considérer évidemment la taille, qui est qui est l'impôt direct le plus célèbre. C'est l'impôt discriminatoire effectivement, mais à la fin de l'Ancien Régime, il ne fait que 15% des recettes fiscales. Et on a donc des impôts de quotité, comme le 20e par exemple, qui touchent déjà les revenus des biens fonds, des biens mobiliers, des biens de l'industrie, donc la noblesse. Donc c'est effectivement pas si simple, en effet. Oui, et puis alors, à qui appartient la terre, à des roturiers ou à des nobles? Oui, mais le statut même de la terre peut faire la différence. Oui, alors le statut, la nature du sol, mais ça, effectivement, l'idée d'un impôt proportionnel à la nature du sol, c'est déjà dans Vauban, hein, par exemple, dans la dîme royale. Oui, il y a cet aspect-là. Il y a le clergé, qui est quand même un grand propriétaire foncier, alors qui, lui, n'a jamais été touché par les impôts de quotité. Là, effectivement, on est sur quelque chose qui est de l'ordre du privilège. Et puis, je dirais, parce qu'on l'oublie souvent, la fiscalité indirecte, c'est-à-dire les droits de consommation, les droits des douanes, etc. Et là, les privilèges sont également très importants, mais ce sont ceux des territoires, ce qui fait la beauté de la France. Les territoires, les provinces françaises ont une identité et ont une identité juridique, donc des privilèges. Arnaud Aurin, bien sûr, nous pensons aux privilèges associés à des individus selon leur statut social, mais c'est vrai que des territoires aussi peuvent être privilégiés, et ça, c'est vraiment le cas pour les impôts indirects. Oui, effectivement, on a des pays, comme on disait dans l'Ancien Régime, des pays d'État et des pays d'élection. Et dans les pays d'État, effectivement, on a un certain nombre de privilèges fiscaux, en particulier sur le sel, avec des pays de petites et de grandes gabelles, des pays qui se sont abonnés également à un certain nombre de taxes indirectes et directes. Donc on a une forêt, je dirais, de régimes fiscaux différents qui empêchent effectivement de dire il y a des personnes et des territoires qui échappent ou qui n'échappent pas à l'impôt. Les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Voilà, on dit que notre système fiscal d'aujourd'hui est complexe. C'est vrai que c'est pas facile à comprendre tous ces impôts, mais alors sous l'Ancien Régime, on voit bien, tant par la géographie, la composition de la société, ça varie beaucoup. Et puis, il y a cette question de la dette. Est-ce que ça a un sens de parler de dette d'État, de dette publique sous l'Ancien Régime ? Alors oui, ça a un sens tout à fait, parce que le problème, c'est pas tellement la dette, c'est la gestion de la dette. Et la gestion de la dette en France, notamment la dette flottante, alors elle pèse sur le budget. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que la difficulté qu'ont rencontré les Français, alors surtout à la fin de l'Ancien Régime, effectivement, c'est de gérer cette dette et de faire en sorte qu'elle pèse moins sur le budget. Alors,
c'est le rapport entre la dette, le budget, la trésorerie et la fiscalité. C'est de ça, dont il s'agit. Oui, c'est cet équilibre difficile à trouver. Arnaud Aurin, nous avons, dans notre esprit, cette idée de budget, alors des recettes, des dépenses, et puis il faut que ça s'équilibre, et la différence, ça oblige à emprunter, d'où la dette. Ça se conçoit comme ça sous l'Ancien Régime ? Oui, il y a toujours trois grandes manières en fait de financer les dépenses. La fiscalité, l'emprunt et la création monétaire. Et en fait, on va voir au long du XVIIIe siècle l'usage de ces trois instruments, et en particulier la création monétaire, alors cette fois-ci pas sous l'Ancien Régime, mais sous la Révolution. Donc, trois grandes manières de financer les dépenses, et on a là un véritable décalage entre la France et l'Angleterre au XVIIIe siècle. En Angleterre, on a dans les deux royaumes, on a une fiscalité qui augmente fortement au cours du XVIIIe siècle, puisque c'est la naissance de ce qu'on appelle l'État militaro-fiscal. On a des États qui deviennent de grandes puissances militaires centralisées, et donc ils ont besoin de recettes. Et donc pour que ces recettes soient importantes et permettent le financement, en partie au moins, de ces conflits, eh bien on a une extension de la fiscalité. Et on a une extension de la fiscalité, c'est ce que soulignait Marie-Laure au tout début de l'émission, une fiscalité qui va de plus en plus porter sur les impôts indirects, en fait. À la fin du XVIIe siècle, on a des impôts directs en France et en Angleterre qui représentent la majeure partie des recettes fiscales, et puis on va avoir un glissement progressif qui va être en faveur de l'imposition indirecte. Alors, en Angleterre, effectivement, on a très vite une fiscalité indirecte importante sur, en particulier, les produits de consommation, les bougies, la bière, les timbres, le thé, le bois, etc. Des droits de douane importants, et également un instrument que ne possède pas la France, qui est la Banque d'Angleterre, évidemment. La Banque d'Angleterre, qui fait suite à la glorieuse révolution de 1688, elle va permettre en fait de rendre la dette anglaise plus liquide. C'est-à-dire qu'elle va permettre à la fois de placer les titres de la dette anglaise auprès des investisseurs, ce que la France ne peut pas faire directement, et puis elle va la rendre plus liquide parce que les détenteurs de titres de dette anglaises, les bons de l'échiquier, les bons de la Navy, ils vont pouvoir, moyennant un petit taux d'intérêt, directement échanger ces titres de dette contre du liquide s'ils ont besoin de redevenir liquides. Et ça, on n'a pas ça en France, ce qui fait que la dette française est beaucoup moins liquide. Elle est beaucoup moins liquide et donc elle a des taux d'intérêt plus élevés. Et elle a aussi des taux d'intérêt plus élevés. Pourquoi ? Eh bien parce que la monarchie française, contrairement à la monarchie anglaise puis britannique, elle fait défaut. Elle fait défaut plusieurs fois sur sa dette. Et je pense qu'on va y revenir. Ah oui, donc on peut plus lui faire confiance, elle peut pas payer sa dette. On peut juste rappeler que cette banque d'Angleterre, c'est une banque privée. C'est une banque privée, absolument. C'est une banque privée, mais qui a des fonctions, si vous voulez, on dirait aujourd'hui, de délégation de service public, si on voulait faire un anachronisme, où elle va effectivement jouer un rôle d'intermédiaire pour placer des titres de la dette auprès des investisseurs, et un rôle d'escompte et donc de liquidité pour ces titres de dette. Et alors, effectivement, on va avoir une expérience en France, sous la régence de Philippe d'Orléans, de création d'une banque, alors cette fois-ci d'abord privée, puis qui va être royalisée, j'ose pas dire nationalisée, qui va devenir une forme de banque publique, mais qui va avoir une existence très très courte. Et c'est une expérience qui est restée longtemps dans les mémoires. Juste, j'entends ce que vous venez d'évoquer. L'État en France peut faire défaut, c'est-à-dire qu'à un moment il dit je peux plus payer ma dette, c'est ce qui s'est passé. Oui, il y a eu des cessations de paiement partielles, effectivement, au cours de l'histoire, effectivement. Mais il peut faire défaut, mais néanmoins, il faut bien comprendre que les financiers sont au cœur de l'État, c'est-à-dire qu'ils sont présents en tant qu'officiers de finances. Ce sont les receveurs, les trésoriers. Ce sont effectivement, il n'y a pas de banque nationale, enfin royale, donc en dehors de l'expérience Law, de sorte que les financiers qui sont au cœur de l'État français, absolutistes,
sont en compte avec des banques privées. Donc les deniers publics dépendent de la bonne santé des capitalistes qui sont au cœur de l'État. Effectivement. On fait cessation, par exemple, au temps de l'abbé Terray, qui était un ministre au temps de Louis XV, en 1770. On ne paye plus un certain nombre de billets, mais on est obligé, l'État est obligé, évidemment, de maintenir la confiance avec ses financiers. Donc, voilà, le problème réel, c'est qu'effectivement, ce type de cessation partielle de paiement génère un déficit de confiance chez les Français, renforce l'esprit arbitraire, despotique de l'administration, de la manière de gérer l'administration de l'État, de sorte que, en l'absence par ailleurs de publication de budget, jusqu'en 1781, les Français sont méfiants et les centres de contre-pouvoir, comme la magistrature, sont méfiants. Voilà, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire que la dimension politique du régime absolutiste par rapport à une monarchie constitutionnelle anglaise ajoute à la défiance, ce qui explique aussi, effectivement, comme le disait Arnaud, les taux d'intérêt élevés. Il y a comme une sorte de prime à l'assurance contre les défauts de paiement qui peuvent arriver. Et effectivement, en moyenne, les taux d'intérêt de la dette ont toujours été plus élevés en France de 2 à 3 points par rapport à l'Angleterre. Et on est sur combien, à peu près 5% ? En moyenne, si on prend le 18e, si on fait une moyenne générale sur l'ensemble du siècle, on va être à 6,5%. Par ailleurs, la structure de la dette diffère entre l'Angleterre, effectivement, et la France. La dette anglaise est davantage une dette constituée, alors que si on prend la fin de l'Ancien Régime, par exemple, 14% des intérêts de la dette vont vers le paiement d'un crédit à court terme, d'une dette flottante. Et on a aussi ce problème des rentes viagères qui ont été émises par Necker notamment pour le financement de la guerre d'indépendance d'Amérique et qui a coûté 1,3 milliard de livres tournois, dont en majorité financé par la rente viagère. Et la rente viagère a des taux d'intérêt plus élevés. Vous avez évoqué la confiance. C'est vrai que tout cela tient aussi sur la confiance. Et dans le cas français, il y a une rupture de confiance au moment de tentatives qui peuvent faire penser à ce qui se passait en Angleterre. C'est ce système, alors, de l'eau, hélas. L'eau, hélas. Les deux se disent, on est d'accord ? Oui. Voilà. Et on dira l'eau ou l'as. Louis XIV vient de mourir. Marlborough est dans une demi-disgrâce. L'ère des guerriers semble close. Et nous avons un bon ministre avec Walpole. Mais la France, elle, a John Lass. Ah, nous y voilà. Alors, je pensais bien que vous évoqueriez votre cher transfuge, devenu en effet le véritable ministre des Finances de la France. C'est un être merveilleux. Oui. Oui, mais un fou. Il fallut bien qu'il le fût un peu pour faire ce qu'il a fait pour moi. Touché, comtesse. Oui, mais en ce temps-là, lui seul courait un risque. Aujourd'hui, l'échec de son aventure entraînerait tout un peuple dans la catastrophe. Tu parles d'échec. John ne connaît que les succès. Que pensez-vous de sa compagnie des Indes ? Qu'elle gêne considérablement la nôtre. Vous voyez bien. Mais dites-moi, qu'est-ce au juste que son système ? Difficile à définir brièvement. C'est un ensemble de théories monétaires, financières, commerciales qui bouleversent toutes les données de l'économie contemporaine. Il m'en avait déjà exposé certains principes à Lombard Street, du temps qu'il cherchait à faire fortune dans les tripots. Savez-vous, chère Elisabeth, qu'il s'est vanté récemment d'être capable d'anéantir la Banque d'Angleterre quand il le voudrait ? Serait-il un ingrat ? Non, je ne le pense pas. Il ne le pense pas. C'est William Patterson, le banquier écossais, qui discutait avec la comtesse d'Orkney dans une fiction de 1966. Qu'est-ce que ce système qui nous a été présenté ici, Arnaud Aurin, ou plutôt en quoi ce système proposé par Lass a-t-il pu laisser penser qu'il réglerait ce problème de la dette ? Oui, alors en septembre 1715, Louis XIV meurt à Versailles et il laisse derrière lui une ardoise relativement salée qui fait suite en grande partie à la guerre de succession d'Espagne qui s'est déroulée entre 1701 et 1713, qui se clôt avec le traité d'Utrecht en 1713.
Une guerre très coûteuse, avec une France qui a contre elle une grande partie de l'Europe coalisée, plus quelques catastrophes naturelles, le grand hiver 1709 qui va voir des récoltes catastrophiques, donc des rentrées fiscales catastrophiques également en 1709-1710, quelques épizooties assez graves, et finalement une situation des finances qui est extrêmement grave en 1713-1715. Alors, c'est toujours difficile de faire des évaluations chiffrées, mais on peut, en gros, imaginer une dette publique sur revenu national qui est autour de 100%. Entre 2,5 et 2,8 milliards de dettes, c'est à peu près probablement en gros le revenu national de l'époque. Je ferai remarquer que c'est moins important que notre dette publique aujourd'hui, qui est supérieure à 110% du PIB. Donc on est probablement un peu en dessous. Et d'ailleurs, c'est la même chose en 1788, on est probablement un peu en dessous, on est probablement là aussi autour, alors encore plus en dessous, on est probablement autour de 80%. Mais par contre, le service de la dette, c'est-à-dire le paiement des intérêts de la dette par le budget de l'État, là, est très important. C'est autour de 50% du budget de l'État qui est consacré au paiement des intérêts de la dette en 1715. Aujourd'hui, c'est à peu près 10%. Ça monte depuis quelques années, mais c'est quand même beaucoup moins important. Alors effectivement, sur ces entrefaites, le régent Philippe d'Orléans, qui prend le pouvoir à la mort du roi Soleil, il va tenter d'abord des petits expédients que l'on a connus au XVIIe siècle, une chambre de justice pour tenter de faire rendre gorge à des financiers qui ont prêté à des taux d'intérêt usuraires à la monarchie. On va les condamner à quelques amendes. Bon, c'est un peu anecdotique, sauf peut-être pour Antoine Crozat qui va payer son amende en relivrant la Louisiane, c'est-à-dire un territoire qui va des Grands Lacs américains jusqu'à l'embouchure du Mississippi à la couronne. Mais ici arrive notre personnage, donc un joueur invétéré, comme nous l'avons entendu dans ce son, un joueur invétéré, mais aussi un économiste de talent, l'Écossais John Law, qui va d'abord mettre en place une banque privée, la Banque Générale en 1716, puis une banque qui va être royalisée, qui va devenir la fameuse Banque Royale quelques mois plus tard. Ça, c'est son premier étage de la fusée, qui va mettre en place un papier-monnaie qui va circuler et qui va être obligatoirement accepté par les débiteurs dans le royaume, débiteurs et créanciers. Et le deuxième étage de la fusée, c'est la création d'une grande compagnie des Indes. Alors, qui va d'abord s'appeler la Compagnie d'Occident, puis qui va en 1719 prendre le nom de Compagnie des Indes, et qui va devenir une sorte d'État dans l'État. C'est une compagnie qui va absorber la totalité ou presque des compagnies de commerce du royaume, qui va absorber la Banque Royale, qui va absorber un certain nombre de manufactures, qui va absorber la collecte des impôts indirects également, les fermes. Et donc, cette compagnie, elle va être une compagnie à action. Et John Law va émettre des actions de cette nouvelle Compagnie des Indes. Et en 1719-1720, il va avoir ce coup de génie ou ce coup de folie, ça dépend d'où on se place, qui va le conduire à forcer les détenteurs de la dette publique française, les gens qui détiennent en particulier des rentes sur l'hôtel de ville, à échanger ces rentes contre des actions de la compagnie. Si bien que la Compagnie des Indes va devenir détentrice de la dette publique et les anciens détenteurs de la dette publique vont devenir détenteurs d'actions de la Compagnie des Indes. Donc Compagnie des Indes qui est devenue une sorte de léviathan économique, un gigantesque État dans l'État qui doit finalement verser des dividendes à ses actionnaires et est devenue la détentrice de la dette publique. Alors tout ça, sur le papier, fonctionne bien. On a une compagnie qui est une compagnie de colonisation, une compagnie de commerce, une compagnie fiscale, jusqu'à une spéculation effrénée sur ces actions à partir de la fin de l'année 1719 et un krach au printemps et à l'été 1720 qui va conduire à une forte baisse du prix des actions de la Compagnie des Indes, mais pas à leur banqueroute totale, si bien que, en fait, une partie de la dette publique française va être, si vous voulez, effacée, mais une petite partie va être effacée par la baisse très forte du prix des actions et le visa qui va s'en suivre
en 1721, va redonner des rentes à la plupart des actionnaires de la Compagnie des Indes, ceux qui ne voulaient pas rester actionnaires de la Compagnie des Indes, des rentes qui sont à des taux d'intérêt plus faibles et à des valeurs faciales plus faibles que celles qu'ils détenaient auparavant. Donc on a une dette qui est un peu réduite, peut-être 600, 800 millions, mais un service de la dette qui baisse quand même. C'est-à-dire que c'est plutôt autour de 30% du budget de l'État au début des années 1720 qui va être consacré au prélèvement des intérêts de la dette, et une dette qui repasse peut-être autour de 2,2 milliards de livres. Donc on a floué une partie des rentiers. On a eu un désendettement également d'une partie de la population française grâce aux billets de la banque, puisqu'ils ont pu rembourser un certain nombre de dettes privées qu'ils possédaient. Donc on a un désendettement à la fois public et à la fois privé au début des années 1720, qui va aussi expliquer les plutôt bonnes années de la décennie 1720-1730 pour les finances publiques en tout cas. Marie-Laure Leguet, cette expérience, le système Law 1715, et puis on voit ses conséquences, c'est intéressant parce que la dette diminue et ceux qui sont perdants, ce sont les rentiers, ceux qui devaient espérer gagner beaucoup d'argent. En fait, c'est pas un système qui dure, donc il ne permet pas de régler la dette à long terme. Mais sur un moment, il a été une proposition pour régler la dette. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'ensuite la guerre reprend. Voilà. Et donc le problème, alors la guerre est une nécessité. Enfin, c'est une dépense nécessaire. Et d'ailleurs, à l'époque, les dépenses priment sur les recettes. C'est-à-dire que c'est les dépenses qui conditionnent les recettes. On va chercher les recettes par rapport aux dépenses. Alors, on a plusieurs guerres et elles vont être financées d'une manière assez intéressante, parce que si on prend la guerre de succession d'Autriche, 1740-1748, c'est à peu près le coût 750 millions, dont quand même 50% va être financé par l'impôt. Mais si on prend la guerre suivante, la guerre de 7 ans, c'est-à-dire la guerre entre 1756 et 1763, et là c'est un moment important, on a une guerre qui coûte à peu près 1 milliard, mais seulement 25% va être financé par les impôts. Et si on prend la dernière guerre, la guerre d'indépendance d'Amérique, donc au moment où Louis XVI soutient les Américains, 1778-1783, c'est une guerre donc qui coûte effectivement 1,3 milliard, mais seulement 10% financée par l'impôt. Ce sont donc le budget extraordinaire explose, la structure de la dette change, et le moment important, c'est quand même la guerre de 7 ans, parce que là ça bascule. Le débat politique au lendemain de la paix 1763 sur la question des finances devient rude, rigoureux. Louis XV est obligé par une déclaration le 28 mars 1764 de censurer le débat, c'est-à-dire d'interdire toute impression, tout colportage d'écrits sur la réforme financière, l'administration des finances. C'est interdit d'en parler. Donc c'est quelque chose qui devient effectivement, qui est au cœur du débat. Les magistrats des parlements ont tous lu Montesquieu, de l'Esprit des lois, n'admettent pas que les finances soient administrées de manière arbitraire, et bien sûr la question de l'impôt qui doit passer quand même par la loi est posée. Donc ça devient difficile. Et cependant, donc la guerre d'indépendance d'Amérique, et ensuite derrière encore des emprunts, autant de Calonne, Necker, Calonne, de sorte que la structure de la dette devient ingérable, pèse trop sur le budget. Voilà, quand vous dites que la guerre est financée avec pour une petite partie par des impôts, c'est-à-dire que le reste c'est par des emprunts. Oui, c'est par des emprunts, oui, essentiellement. Et quand nous parlons de chiffres ici en milliards, ce sont des milliards de livres, c'est bien cela. Des livres tournois. Oui. Voilà, c'est ça. Non, mais pour pas que l'on puisse penser qu'il y ait des conversions hasardeuses qui n'auraient absolument aucun sens. Arnaud Aurin, dans les différents leviers que vous nous avez évoqués pour réduire la dette, il y a l'impôt, l'argent, l'emprunt. Dans le cas du système Law, c'était quoi? C'était un petit peu l'argent et un petit peu l'emprunt? C'est un petit peu ces deux leviers-là? On a un peu la création monétaire.
un petit peu, qui va effectivement créer une inflation qui permet de payer ses dettes, surtout quand les salaires augmentent avec la hausse des prix, et c'est en partie ce qui se produit. On a une hausse des prix agricoles, on a une hausse des salaires ouvriers en 1719-1720, donc on a une inflation qui est plutôt une inflation qui va permettre le désendettement. Et puis c'est une méthode, alors qui n'est pas une méthode d'augmentation de la fiscalité, puisque ça, John Law est effectivement très opposé à l'augmentation de la fiscalité. Il juge la fiscalité, comme Bois-Guilbert, comme Vauban, très injuste, même si on le sait, on a avec la capitation et le 10e des privilégiés qui ont été frappés par la fiscalité sous le règne de Louis XIV, mais John Law refuse absolument d'augmenter les impôts. Son rêve, qui est un rêve, je dirais, eschatologique presque, ce serait de les supprimer à terme, puisque la Compagnie des Indes deviendrait un corps autonome qui se financerait par son commerce, par sa colonisation, par les impôts indirects, et on pourrait finalement à terme réduire, voire un jour supprimer les impôts directs. Donc c'est une sorte d'emprunt forcé, oui, sur les rentiers, si on peut dire des choses simplement. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous essayons de régler la dette. On va éponger tout ça. Nous l'avons vu, le système Law, ça n'a pas fonctionné. C'était une proposition intéressante. Ça a un peu réduit la dette pour un petit moment. Va falloir essayer autre chose. Alors, pourquoi pas les impôts directs? L'on met dans ce pays maudit des impôts jusque sur l'esprit. Bientôt l'amour et la tendresse payeront capitation, et l'on n'aura plus de maîtresse sans craindre l'imposition. Au prorata de mon amour, si l'on me taxait en ce jour, Gloris, je serais insolvable, le 10e de mon ardeur est d'un prix trop considérable pour en acquitter la valeur. L'on est à plaindre maintenant d'avoir de l'esprit, du talent. À l'amende on met le génie, et par une barbare loi, dès que l'on a de l'industrie, c'est un droit de plus pour le roi. 1695, c'est l'année où Louis XIV décide de cet impôt, ce nouvel impôt, la capitation. Ici, c'est chanté par Paul Barré dans le cours de l'histoire. Marie-Laure Leguet, c'est vrai que la taille demeure l'impôt que nous avons à l'esprit, cet impôt inégalitaire. Sous Louis XIV, il y a des tentatives de régler la dette, ou en tout cas de faire venir de l'argent jusqu'à l'État par un nouvel impôt, la capitation. Oui, la capitation est créée en 1695, au moment de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Et elle annonce d'ailleurs, la fiscalité par quotité, qui sera ensuite mise en œuvre avec le 10e, puis ensuite le 20e. La capitation, pour la première fois, taxe les individus, comme son nom l'indique, par tête, et elle constitue une nouveauté. C'est certain. Ensuite, comme l'indique Vauban, qui va publier sa dîme royale en 1707, elle n'est pas une solution. Vauban circule beaucoup dans le royaume de France. Il observe, comme le disait Arnaud, la situation misérable des Français à travers ses voyages, et propose de supprimer tous les impôts traditionnels pour un impôt proportionné, une sorte de dîme, qui pèserait sur les revenus des biens-fonds, mais pas seulement, sur les moulins, sur diverses activités du secondaire. Et cette proposition, évidemment, a été également censurée. La dîme royale a été imprimé les premiers exemplaires en décembre 1706, et le conseil privé décide de mettre au pilon ces exemplaires. Donc oui, c'est déjà sulfuré au temps de Vauban, mais Vauban est quelqu'un de loyal, mais sa proposition d'un impôt proportionné suppose que l'on unifie les mesures, les arpents par exemple, pour faire en sorte d'avoir une unité de mesure
commun pour étudier les fonds de terre communes. Et ça, c'est quelque chose qui va être très difficile à mettre en œuvre parce que ça suppose des arpenteurs, ça suppose une administration moderne, bureaucratique, ça suppose des cadastres. La mise en cadastre des fonds de terre est quelque chose qui va être tenté par la suite pour essayer d'avoir... Parce que voilà, l'impôt de quotité, le principe, c'est que on part... La taille est un impôt de répartition, c'est-à-dire on définit initialement le brevet de la taille, et puis ensuite on fait descendre tout ça jusqu'au niveau des paroisses. Et les paroissiens reçoivent un brevet, une certaine somme à payer, sont solidaires pour la payer, le fort porte le faible, voilà. Mais c'est complètement aléatoire par rapport à la richesse des fonds. L'impôt de quotité, c'est complètement différent, ça suppose de partir de la nature des fonds. Et ensuite, donc ça suppose des déclarations aussi, et ensuite ça remonte, puisque c'est un impôt proportionnel. Mais ça suppose une administration assez conséquente et la formation, parce qu'il faut pouvoir suivre la propriété au fil de l'eau. Donc c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en œuvre. Arnaud, on peut le rappeler, une des plus grandes difficultés à installer un impôt et essayer de faire rentrer de l'argent, c'est simplement ces structures, mais d'Ancien Régime avec tant de diversité, on l'a dit, ces différents pays, et puis ces mesures différentes. Il y a déjà cela qui est un frein. Oui, le problème de ce qu'on va appeler les impôts universels, si je reprends le terme de l'historien Michael Quass, la capitation et le 10e qui va être mis en place au début du XVIIIe siècle, c'est que ces impôts vont toucher les privilégiés. Et là, en fait, ces privilégiés vont crier au despotisme. Le despotisme, à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, c'est pas tant une politique autoritaire qu'une politique d'égalisation des conditions. Le despote, c'est celui qui est seul au-dessus de la totalité de son peuple qui devient indéterminé et indistinct, qui écrase les hiérarchies sociales. Et finalement, Louis XIV est accusé de despotisme dans les pamphlets qui sont publiés en français, en particulier en Hollande, puisqu'il est le grand égalisateur, celui qui ramène la noblesse et les privilégiés au niveau du peuple, finalement, et détaillable. Et ça, c'est extrêmement difficile à faire accepter, si vous voulez, à ces privilégiés. Or, des gens comme Vauban ou Pierre de Bois-Guilbert comprennent qu'on a un problème structurel qui est celui de travailleurs, de productifs, de sujets productifs, qui vont finalement financer les classes oisives. Et que cette structure, elle est de plus en plus difficile à justifier à partir du moment où on a de très fortes hausses des dépenses et donc de la fiscalité. Vauban. L'établissement de la dîme royale, imposée sur tous les fruits de la terre, d'une part, et sur tout ce qui fait du revenu aux hommes, de l'autre, me paraît le moyen le plus proportionné de tous, parce que l'une suit toujours son héritage, qui rend à proportion de sa fertilité, et que l'autre se conforme au revenu notoire et non contesté. C'est le système le moins susceptible de corruption de tous, parce qu'il n'est soumis qu'à son tarif, et nullement à l'arbitrage des hommes. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Raphaël Laloum qui lisait un extrait de la dîme royale de Vauban en 1707. C'était quoi ce projet? Et on l'entend bien, ça reste sous forme de projet. Vous l'avez dit avec justesse, Marie-Laure Leguet, Vauban voyage, donc il a vu les différentes situations. Est-ce que sa proposition est révolutionnaire? Alors quelque part, oui, elle est censée, elle est révolutionnaire. Bon, Vauban n'est pas un révolutionnaire, mais disons que c'est un administrateur, un expert, et donc finalement il se présente comme un. Oui, c'est ça. C'est une expertise, Vauban. C'est une expertise. C'est révolutionnaire dans le sens où certains passages de la dîme royale indiquent bien que chacun doit contribuer à l'impôt. Et en termes
d'incidence sociale et donc politique, effectivement, il met en difficulté les privilégiés. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, la grande nouveauté de Vauban, en fait, c'est qu'il raisonne comme un économiste. C'est-à-dire que c'est la différence que pointait Marie-Laure entre l'impôt de répartition et l'impôt de quotité. Au XVIIe siècle, l'impôt de répartition, la taille, on nous dit, il nous faudra telle somme d'argent. On va collecter telle somme d'argent pour financer telle dépense. Vauban, il inverse la logique. C'est-à-dire, il nous dit, en fait, si on soulage les plus productifs, les gens qui travaillent, les fermiers, les paysans, les artisans, etc., et qu'on répartit l'assiette de l'impôt sur un plus grand nombre de gens, eh bien en fait, ces plus productifs, ils vont voir leurs revenus augmenter. Et donc, on va avoir une forme de croissance économique. Alors évidemment, il n'utilise pas ce terme, mais on va avoir une augmentation des richesses produites, et finalement, on va avoir une hausse du rendement de l'impôt. Et c'est là qu'intervient la notion de quotité. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a une hausse des richesses, alors on va pouvoir, finalement, avec des taux qui sont pas plus élevés, voire qui sont même moins élevés, éventuellement, obtenir une quantité d'impôts plus importante. Et c'est ça, en fait, le saut conceptuel que vont faire des gens comme Vauban avec ce projet qu'il a déjà testé sur l'élection de Vézelay, qui a été un peu testé en Normandie, etc., qui est l'idée selon laquelle, en fait, si on élargit l'assiette et si on soulage ceux qui produisent, eh bien, on va pouvoir, dans cette situation, collecter finalement une plus grosse charge fiscale que précédemment. Oui, il y a une vraie avancée de la pensée, on le sent au XVIIIe siècle, avec des personnages comme Vauban. Mais alors, pour l'instant, ces tentatives pour régler ce problème de la dette, Vauban, c'est vite mis à l'écart. C'est quoi? C'est l'opposition des privilégiés qui empêche ce projet d'aboutir? Non, le projet. Alors non, c'est la structure générale de l'administration et de la société. C'est-à-dire que l'administration des finances n'est pas du tout sclérosée. Effectivement, elle est très réformatrice, mais elle s'applique, elle applique ses décisions sur une société qui est structurée de telle manière qu'effectivement c'est très difficile. C'est très difficile de mettre ça en œuvre. Le privilège, encore une fois, se conçoit pas seulement vis-à-vis du clergé, de la noblesse, se conçoit structurellement. C'est une société structurellement privilégiée où chacun l'est, y compris un paysan, un artésien est privilégié puisque il vit dans une province où on ne lève pas la gamelle, par exemple. Donc, et comme ça à l'infini. Donc, la structure privilégiée, la structure est trop lourde. Elle est difficile à faire bouger. Voilà, c'est artésien qui habite l'Artois. Absolument. Voilà, faut le rappeler. Oui. Non, mais c'est bien, c'est comme ça, on apprend plein de mots en plus dans le cours de l'histoire, avec ces échecs différents, mais cette volonté toujours de régler la dette, parce que, on l'a évoqué, ces dettes de Louis XIV avec les projets de Vauban sont très présentes à la mort de Louis XIV en 1715. Le système de l'eau ne résout pas tout, mais ça adoucit la dette. Est-ce que malgré tout, toutes ces propositions, ces évolutions vont se ressentir ensuite sous le règne de Louis XV ? Oui, alors en effet, et on a notamment un temps important de réforme qui est celle de Machaut d'Arnouville. C'est le ministre des Finances, un contrôleur général des Finances, Machaut d'Arnouville, qui doit régler la dette après donc la guerre de succession d'Autriche qui se termine en 1748. Alors il supprime le 10e et il met en place un nouvel impôt de quotité qu'on appelle le 20e, donc 5% des revenus des biens fonds. Et la particularité, c'est qu'il va essayer d'abord de soumettre le clergé. Voilà. Le clergé, les revenus du clergé en France, c'est 250 millions de livres tournois par an. Mais il donne à l'État à peu près l'équivalent de 3 millions. Donc c'est rien. Ça fait 1/30. Enfin bon, c'est rien du tout. Donc l'objectif de Machaut est clairement d'imposer le clergé, d'atteindre la richesse du clergé. Ce qu'il ne parviendra pas à faire parce que le clergé est extrêmement puissant et s'y oppose par les remontrances, etc. Il parvient à le faire pour la noblesse, mais dans certaines conditions, en certaines provinces, parce qu'il faut à ce moment-là que les nobles qui siègent dans des assemblées provinciales
co-dirige l'assiette de cet impôt nouveau qu'on appelle le 20e. Et l'objectif de Machaut à ce moment-là, en 1749, est effectivement de régler les dettes d'avant 1749, c'est-à-dire de régler la dette. Et c'est au titre de cet objectif-là que, au moment où les ministres suivants vont multiplier les 20e, c'est-à-dire il va y avoir un premier 20e, puis un deuxième 20e, puis un troisième 20e pour financer la guerre suivante, qui est la guerre de 7 ans. Et à ce moment-là, la difficulté, c'est que en multipliant les 20e, on ne passe pas par la loi, puisqu'on se contente juste de répéter un impôt, de le multiplier. Donc on passe, et ça c'est une forme de despotisme d'une nature différente que celle dont parlait Arnaud, mais qui est effectivement un despotisme qu'on appelle ministériel, qui se complète. Voilà, c'est l'idée que en passant par les arrêts de finances, c'est-à-dire uniquement des décisions ministérielles entre ministres et intendants de finances, sans passer par la loi et l'enregistrement de la loi par les magistrats, à ce moment-là, on a une administration de l'impôt et de la dette qui est despotique, arbitraire. Donc on multiplie les 20e et ce faisant, on mécontente l'ensemble des magistrats et des privilégiés. Le 20e, c'est-à-dire c'est 20% C'est 5%. Ah, vous m'avez fait peur. Hein. Oui, non, c'est 5%. Mais évidemment, si on multiplie par 3, ça en est déjà à 15%. Oui. En 1760, pour payer la guerre de 7 ans, on multiplie par 3 le 20e. Et alors ensuite, ce qui devait être prévu comme impôt pour régler les dettes d'avant 1749, non seulement c'est maintenu comme impôt, mais en plus c'est perpétué à vie. Voilà, par exemple, c'est ce que fait l'abbé Terray quand il est au ministère des Finances dans les années 70. Marie-Laure Leguet, vous avez écrit un ouvrage sur l'abbé Terray, Finances et calomnie, l'abbé Terray, ministre de Louis XV, publié aux éditions du CNRS. Et puis, il y a toutes ces tentatives que l'on voit les unes après les autres, on a évoqué, mais on pourrait les multiplier parce que ces contrôleurs généraux des finances se succèdent les uns après les autres. Après Machaut d'Arnouville, il y a Moreau de Séchelles, il y a Pérenque de Maurras, et puis très vite on arrive à un personnage qui lui est exceptionnel parce qu'il reste là seulement quelques mois, l'année 1759, c'est Étienne de Silhouette. Pourquoi reste-t-il si peu longtemps ? Oh, il a eu des velléités de taxer encore un petit peu plus les privilégiés. Étienne de Silhouette, effectivement, il arrive dans un moment désastreux pour la couronne de France. En 1759, on est au cœur de la guerre de 7 ans. Donc on a connu un petit répit avec entre la guerre de succession d'Autriche qui se termine en 1748 et la guerre de 7 ans qui commence en 1756. Première guerre mondiale, la guerre de 7 ans, qui se déroule sur plusieurs fronts. En Amérique du Nord, sont les guerres indiennes. En Inde, évidemment, en particulier entre les compagnies des Indes françaises et anglaises. Sur mer, sur terre, dans le Hanovre en particulier. Une guerre extrêmement coûteuse pour la monarchie française, puisqu'il faut combattre et sur terre et sur mer, tenter de ravitailler les colonies. Une guerre qui va s'avérer désastreuse. En particulier, l'année 1759 va être l'annus horribilis, puisque ça va être en octobre, la chute du Canada. Puis, à la fin de l'année, la bataille des Cardinaux, près de Belle-Île-en-Mer, qui va voir une partie de la flotte française anéantie. Et un peu avant, on est déjà très à court d'argent, au début de l'année 1759. Et c'est là qu'arrive un nouveau contrôleur général, Étienne de Silhouette, avec dans ses bagages un économiste célèbre, François Véron de Forbonnais, qui vont tenter de mettre en place des politiques fiscales nouvelles pour financer ces dépenses. Alors, Silhouette, il connaît bien en fait le système anglais. Il a été diplomate, et il a été banquier d'abord en Angleterre, puis diplomate. Il est juriste, il est maître des requêtes. Il a écrit en 1747 un manuscrit sur le commerce et les finances d'Angleterre, où il nous explique que le crédit se soutient par l'exact paiement des intérêts, les intérêts se payent par les impositions faites sur le peuple,
et il veut modifier la fiscalité. Il est contre les taxes sur le revenu, si on dit. Donc le 20e, c'est pas vraiment sa tasse de thé. Il est plutôt favorable à des taxes sur l'immobilier, sur les biens-fonds, sur la terre, et des taxes sur la consommation. Et c'est la même chose pour son économiste, qui est un petit peu son conseiller, François Véron de Forbonnais, qui veut multiplier lui aussi des taxes sur les consommations et d'une manière progressive, c'est-à-dire avec des taxes qui frapperaient surtout les biens de luxe, en fait. Alors, ils vont mettre en place deux choses. En avril 1759, ils vont d'abord... alors ça, c'est plutôt de la publicité, puisque ça va pas rapporter grand-chose, mais ils vont essayer d'augmenter l'assiette de la taille en supprimant un certain nombre d'exemptions de taille pour certains privilégiés qui les auraient indûment obtenus. Ils vont supprimer un certain nombre de croupes. Alors les croupes, ce sont des revenus qui sont donnés à des gens qui participent à la ferme générale, aux financiers qui collectent les impôts indirects. Donc, en avril 1759, Forbonnais va publier la lettre d'un banquier à ce correspondant de province où il explique en fait comment est-ce que le ministère est en train de finalement nettoyer les écuries d'Augias en supprimant un certain nombre de croupes pour des gens qui ne devraient pas percevoir de l'argent de l'État, qui sont en train d'augmenter l'assiette de la taille en faisant payer un certain nombre de privilégiés. Et puis, ils ont surtout émis 72 millions d'actions, en fait, ce sont des obligations, sur la ferme générale, qui rapportent 5%. Et on a l'impression, en fait, qu'ils sont en train de mettre au pas les fermiers généraux, les financiers, en s'accaparant aussi la moitié du bénéfice de la ferme, et finalement en essayant de transformer cette ferme en une forme de régie. Alors, ils vont se mettre à dos un certain nombre de financiers, d'abord, avec cette première opération. Et puis... également un certain nombre de personnages puissants à la cour, qui sont des croupiers, qui sont des financiers. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. En août 1759, les caisses sont vides. Il s'agit encore de réduire les intérêts perçus par les rentiers de l'État. Et donc, ils vont tenter de mettre en place ce qu'on a appelé la subvention générale. La subvention générale, c'est d'abord un 3e 20e, dont parlait Marie-Laure, qui est proposé. Donc 5 plus 10, on arrive à 15% en plus de la taille pour la quasi-totalité des contribuables. Et puis aussi des impôts sur les riches. Des impôts qui sont là aussi pour frapper l'opinion, en fait. Des nouveaux impôts sur ceux qui emploient des maîtres d'hôtel, des valets de chambre, de nombreuses catégories de domestiques, des chevaux de selle, des chevaux de carrosse, des impôts, des droits forfaitaires sur le café, sur les toiles peintes, sur l'or et l'argent, etc. Et tout cela qui va créer un très fort mécontentement. Des remontrances tout de suite. Remontrance adressée à Monseigneur de Silhouette par les filles du monde, autrement courtisanes, au sujet des réformes faites dans les fermes générales. 1759. Le corps des latins de la France représente très humblement au ministre de la Finance que, par son nouveau règlement, dont l'idée est un peu fiscale, il ruine dans un moment la province et la capitale. L'amour, le luxe, le plaisir, qu'un pareil système renverse sont toutes branches de commerce qu'avec soin il faut soutenir. Mais oubliant cette maxime, par un déchaînement fatal, on met la finance au régime et les filles à l'hôpital. Oriane Delacroix sur France Culture qui nous lisait cet extrait des remontrances adressées à Monseigneur de Silhouette en 1759, bien évidemment. Mais Marie-Laure Leguet, on n'y arrivera jamais à réformer cette fiscalité d'Ancien Régime parce qu'avec toutes ces tentatives, on sent que derrière arrivent des remontrances, arrivent des contestations, c'est privilégiés pour le dire simplement, qui s'opposent à tout cela. Mais malgré tout, à chaque fois, ça avance un peu.
Oui, ça avance un peu. Disons que c'est sûr que la réforme du 20e, d'une manière générale, a amélioré les recettes fiscales directes. Ça ne fait pas de doute. Ça a eu une conséquence également très importante, qui est celle de mettre fin à ce qu'on appelle la solidarité dans la paroisse. C'est-à-dire que si on prend la taille, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'ensemble de la paroisse qui doit l'impôt au roi. Et donc, il y a des effets de solidarité, et le tout est supervisé à peu près par le seigneur. Mais si on prend le 20e, il faut une déclaration, alors du chef de famille, du chef de feu, certes, mais ça veut dire que c'est en quelque sorte la naissance du contribuable face au fisc. Et il est tout seul. Il est tout seul avec sa déclaration. Il va pas demander à son voisin de porter ce qu'il ne peut pas payer. Et ça, c'est très moderne, c'est le principe déclaratif naissant, et c'est quelque chose qui, au niveau des paroisses, va être important. Du coup, dans cette réforme, on est obligé, c'est pas le seigneur qui va contrôler toutes les opérations, etc. Ça va être des contrôleurs de 20e qui débarquent dans les campagnes. Et là, les Français observent ces nouveaux personnages. C'est aussi quelque chose qui mécontente, ou disons, voilà, c'est quelque chose qui bouleverse. Donc, c'est la réforme du 20e est une réforme qui n'est pas aboutie dans le sens où on ne dispose pas de cadastre pour renouveler les déclarations fiscales au fil de l'eau. Mais c'est une réforme quand même assez fondamentale, qui réduit, comme je le disais au début de l'émission, à 15% la taille dans sa quote-part dans les revenus de la monarchie, les revenus fiscaux. Arnaud, hein. On a un double problème en fait d'acceptation de l'impôt. D'abord, ces impôts universels, et en particulier le 20e, ils viennent en quelque sorte saper la structure de la monarchie française. Parce que ceux qui sont normalement ses défenseurs premiers, c'est-à-dire les privilégiés, vont se sentir devenir des contribuables comme les autres. Et finalement, le soutien qu'ils apportent à la forme monarchique telle qu'elle s'est développée depuis le XVIIe siècle, eh bien, il s'érode avec ces impôts universels qui les frappent de plus en plus. Et le deuxième problème, c'est la ferme générale. C'est ces milliers d'employés, dont certains sont armés jusqu'aux dents, qui peuvent forcer les portes des particuliers, qui s'attaquent à ce qu'on appelle les contrebandiers, mais il faut mettre des guillemets au terme contrebandier, puisque les économistes libéraux de l'époque, les physiocrates en particulier, ne les considèrent pas comme des contrebandiers, ils les considèrent comme des marchands qui n'ont pas le droit d'exercer librement la vente d'un certain nombre de produits qui sont monopolisés par l'État, comme le tabac par exemple. Et la ferme générale, elle est également un deuxième problème, puisque elle est honnie finalement, et ses employés sont très très mal vus. On a l'impression que ses dirigeants s'enrichissent hautement sur le dos du peuple, puisque pas faux. Ce qui est pas totalement faux, puisqu'effectivement il y a une différence entre ce qu'il verse à la monarchie pendant le bail qui court et ce qu'il récolte pendant l'année. Donc il y a ce double problème qui fait que l'acceptation de l'impôt est compliquée, alors que d'après les recherches relativement récentes, il semblerait que les Français soient plutôt moins taxés que les Anglais à la même époque. Ouais, avec ce système de ferme générale où le roi délègue la collecte des impôts à ses fermiers généraux. Marie-Laure Leguet, à la veille de la Révolution française, personne ne sait que ce sera la Révolution française, la dette est toujours très présente. Est-ce qu'il y a en place un système, des structures qui peuvent laisser penser que cette dette puisse être effacée ? On est encore optimiste au temps de Necker. Effectivement. Alors, la dette, le service de la dette pèse sur le budget à hauteur de 50%, si je me place à la fin des années 1780. Ce qui, constitue un problème, c'est qu'effectivement, on a une structure de la dette
elle coûte cher. Voilà, c'est ça. Hein, elle coûte cher en fait si on compare aux Anglais. Et on est encore optimiste quand Necker publie son compte-rendu au roi, 1781, c'est-à-dire le premier compte-rendu, la première publication du budget. Il tend à vouloir montrer que le budget ordinaire va être à l'équilibre dans les temps prochains. Alors, il rate complètement son coup dans le sens où ce qu'observent les Français avec cette publication, c'est le montant des pensions. Voilà, ils sont outrés. Ils se disent d'ailleurs, puisque le budget est à l'équilibre, il n'y a aucune raison d'augmenter les impôts. Donc voilà, on est encore optimiste. Ce sont véritablement les dernières années, pratiquement après d'ailleurs la guerre d'indépendance d'Amérique, qui vont être relativement décisives dans la faillite de l'Ancien Régime. Oui, parce qu'on sait bien la part que prend cette dette et ses conséquences et ses impôts, etc., qui nous conduisent à cette réflexion du roi Louis XVI, les États généraux, pour essayer de trouver une solution. Bien sûr, c'est pas aujourd'hui qu'on va détailler contrôleur général des finances l'un après l'autre avec les Calonne, les Necker, etc. Les Turgot, on pourrait les citer tous dans leurs tentatives. Mais moi, ce que je retiens vraiment, Arnaud Aurin, c'est la difficulté de mettre en place une réforme. On voit bien qu'il y a vraiment de très beaux essais, de belles réflexions, mais qu'il y a des blocages qui sont vraiment très très forts. Oui, les blocages sont immenses. On a de nombreux réformateurs. J'ai évoqué les physiocrates tout à l'heure. Alors eux aussi, François Quesnay, le marquis de Mirabeau, tous leurs émules, finalement, vont proposer un changement assez radical dans les années 1760-1770, qui serait de supprimer la totalité des impôts, qui pour eux pèsent aussi sur le revenu et donc sur les plus productifs, et de les remplacer par un impôt qui serait uniquement payé par les propriétaires de terres, pas par les fermiers qui louent les terres, puisque eux ce sont les bons entrepreneurs de culture qui produisent de la richesse, mais par un impôt unique sur les propriétaires des terres, donc sur la rente, avec l'idée selon laquelle le souverain, le roi, est copropriétaire de toutes les terres du royaume. Alors ça, c'est un projet qui ne va pas être accepté par la monarchie, mais finalement, sous la Révolution, il va falloir qu'il y ait une révolution, c'est-à-dire un déblocage complet, en fait, de toutes ces, de tous ces blocages, pour que, finalement, l'impôt foncier, la contribution foncière, qui va représenter une part très importante des impôts directs à partir du début du XIXe siècle, soit mis en œuvre. Et un physiocrate comme Dupont de Nemours va considérer finalement que le combat qu'il mène depuis 25 ou 30 ans en faveur de l'impôt foncier va aboutir avec la Révolution française. Et puis, Marie-Laure Leguet, la Révolution française, on peut retenir le 4 août 1789 l'abolition de tous les privilèges, mais à vous écouter, l'apport de la Révolution française pour la fiscalité, c'est aussi la réforme des poids, des mesures qui, nous donne vraiment ici une base solide pour mettre en place le cadastre et puis collecter l'impôt. Oui, c'est un système universel, effectivement, qui passe par l'unité des mesures, la suppression des impôts, la suppression des privilèges. Elle est assez fondamentale, bien sûr, parce qu'elle va permettre de mettre enfin en œuvre un rêve. C'était pas un rêve qui était celui, effectivement, des réformateurs depuis la fin du XVIIe jusqu'au XVIIIe siècle. Donc c'est la Révolution qui accomplit finalement le système pensé par tous les acteurs qu'on a évoqués. Ça fait pas de doute, oui, bien sûr. Mais ça a été long. Ouais, fallait presque faire table rase, en fait, du système existant pour reconstruire quelque chose. Oui, complètement, parce que vraiment, cette question du régime juridique, véritablement, c'est ça, c'est la question des régimes juridiques des pays, des provinces, des villes, des ordres, des corps de métier. C'est ce qu'on appelle les corps constitués. C'est cet ensemble de régimes juridiques a mis en difficulté les réformateurs.
Du début à la fin. Bah oui, non, mais du début à la fin avec cette aventure fiscale et économique. Merci vivement à vous deux. Marie-Laure Leguet, je rappelle, finance et calomnie. L'abbé Terray, ministre de Louis XV. Et merci Arnaud Aurin, les savoirs perdus de l'économie, contribution à l'équilibre du vivant. Bon, grâce à vous, on va peut-être régler cette histoire de dette. Merci beaucoup. Merci. Ce que nous voulons, c'est la justice fiscale, c'est l'égalité devant l'impôt. Il me semble que ces idées-là ne se démodent point. Monsieur le contrôleur général, l'optimisme est à la mode, mais n'en abusez pas. N'en abusons pas. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Grégory Wallon. Émission préparée par Raphaël Laloum, Jeanne Delecroix, Jeanne Copet, Chloé Rouillon et Maïwen Guizou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, pour tes recherches, pour les archives. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.